Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La vie d'aide handicap. Le podcast qui met en lumière un sujet essentiel mais souvent méconnu. Le rôle des proches aidants familiaux et la question du handicap dans nos entreprises et dans nos vies. Vous êtes un aidant familial et vous vous sentez seul face à tous ces défis et vous êtes en quête de conseils pour mieux vivre votre rôle au quotidien. Ou bien vous êtes un professionnel souhaitant mieux comprendre les enjeux d'inclusion en entreprise, alors ce podcast est fait pour vous. Au travers de ce podcast, je vous partage mon expérience et je vous invite à réfléchir et explorer avec moi comment sensibiliser les entreprises à l'importance de l'inclusion et comment nous pouvons construire un monde où chacun trouve sa place. Parce qu'un changement positif commence toujours par une prise de conscience. Alors est-ce que vous êtes prêts à rejoindre ce mouvement? Suivez-moi. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de la résilience. La résilience, c'est un peu un terme qu'on entend énormément, je trouve, ces dernières années. C'est un terme un peu valise, vraiment, qu'on emploie partout, qu'on emploie, j'ai l'impression, pour tout et n'importe quoi, en fait. Dès qu'on rencontre un obstacle, on va aussitôt lier le terme résilience. Alors, je vais vous éclairer un petit peu sur la réelle définition de la résilience. Et si vous le voulez bien, dans cet épisode, je vais vous parler de ma résilience à moi, de mon expérience à moi, comment j'ai appris à être résiliente face justement à ce qui nous est un peu tombé dessus dans la famille quand l'autisme est arrivé dans notre famille. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais définir donc ce que c'est que la résilience. Alors, la résilience, c'est quoi? Alors, la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, c'est la résilience, la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. En termes psychologiques, capacité à surmonter les chocs traumatiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors, la résilience, à la base, est un terme vraiment qui vient vraiment démontrer, comme le dit si bien la définition physique, elle va caractériser la résistance au choc d'un métal. C'est vraiment une résistance face à un choc violent. Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre écrivain, lui définit la capacité, en gros, de rebondir après un fracas. C'est ce qu'il emploie, le terme fracas. Et je trouve ce terme tellement pertinent. La résilience, c'est rebondir après un traumatisme, après une violence, après un choc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce terme-là est devenu très, très, très valise et on l'emploie partout. On l'emploie partout, dans n'importe quel contexte. En tout cas, c'est de mon expérience, de ce que je vois, de ce que je peux lire. La résilience, c'est en effet savoir s'adapter, savoir continuer d'avancer malgré le traumatisme, malgré le choc, malgré l'accident de la vie, malgré l'obstacle. C'est vraiment ce moment où tout explose, où tout se dérobe, en fait, sous vos pieds. Pour moi, ça a été vraiment ça. Alors ça n'a pas été, parce que quand on est aidant, en fait, quand on accompagne un proche, en perte d'autonomie, vulnérable, ça dépend. Soit on y est préparé, notamment, d'un parent, on est préparé, hein, forcément. Enfin, on n'est jamais vraiment totalement préparé, mais on sait qu'à un moment donné, la vapeur va s'inverser, en fait. Les rôles vont s'inverser, c'est nous qui allons devoir nous occuper de notre parent et que du coup, voilà, on peut en effet, être préparé justement à ça. En revanche, quand c'est plus soudain, quand il y a un accident, comment dire? Que vous avez un accident, le handicap de votre enfant, la maladie de votre époux, de votre épouse, là, c'est vraiment un choc, en fait. C'est un événement un événement qui s'interpose, qui vient vous bouleverser, en fait, qui vient vous dévaster, parfois. Alors, du coup, pour ma part, donc je le rappelle, si c'est, la première fois que vous écoutez ce podcast-là, cet épisode-là, moi je suis, aidante de ma fille, de 18 ans qui est, autiste avec déficience intellectuelle sévère associée et du coup, moi, ce qui a vraiment été pour moi ce fracas, pour ma fille, ça a pas été trop son autisme parce que l'autisme maintenant, la neurodiversité est telle que, je croise vraiment
en tout cas pour ma part, ou alors c'est peut-être moi qui y suis peut-être plus attentive maintenant, mais énormément de TSA, énormément. Il faut nuancer les propos, mais c'est vrai que j'en croise beaucoup. En revanche, les TSA, l'autisme dit de Kanner, hein, qui est avec la déficience intellectuelle, j'en croise beaucoup moins. Et c'est vrai que ce qui a été quand même un choc très, très important pour ma part, c'est de voir qu'en fait ma fille donc avait un handicap mental en fait. C'était le handicap mental associé, donc avec une déficience intellectuelle sévère. Et c'est ça en fait, c'est ça qui nous a, c'est ça en fait, le jour où on a compris, qu'il y avait une déficience, mentale associée, qu'il y aurait donc, des problèmes d'apprentissage toute la vie et qu'à un moment donné et que du coup elle ne serait plus, enfin jamais autonome totalement. Voilà, c'est là en fait, c'est là que le choc arrive réellement. Donc dans ce cas, dans mon expérience à moi, la résilience, elle a été vraiment la capacité à rebondir, à continuer de vivre. Parce qu'à un moment donné, moi je me suis laissée complètement aller pendant quelques années et en fait, j'étais, comme je le disais dans le premier épisode, j'étais bercée par le déni. Et en fait, le déni, moi, j'y suis restée quelques années. C'est-à-dire que j'étais persuadée que ma fille allait rattraper son retard et que du coup, tout irait à un moment donné. Et en fait, à un moment donné, bah, vous vous rendez compte que le handicap est tel, que la maladie est telle, ou ce que vous voulez est tel, en tout cas la déficience, le trouble, la maladie est telle que bah, il n'y a plus de déni à avoir. Je veux dire, à un moment, la réalité vous explose tellement en pleine face que le déni, vous ne pouvez plus. C'est terminé, en fait. Et donc, du coup, c'est là que vient la résilience. Euh, pour moi, en fait, la résilience, en tout cas, pour ma part, elle s'est faite en 5 étapes. Et je vais les évoquer avec vous dans cet épisode-là. Sachez qu'avant toute chose, vraiment, 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 la résilience, ce n'est pas arrêter de se plaindre. Ce n'est pas tais-toi et avance, tais-toi et marche, lève-toi, marche. Non, c'est pas ça. Je l'ai été pendant longtemps. La résilience, c'est pas ça. C'est pas la résistance. C'est pas, non, c'est pas ça. C'est pas la résistance. C'est pas quand on se lève le matin. Et ça, je me le suis dit tellement de fois. Et, et ce que je me suis dit là, de cette résistance-là, elle m'a conduit clairement au crash du système nerveux. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, enfin moi quand je me levais le matin, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, et que dans ma tête, en fait, il y avait une voix qui me disait: «Mais tais-toi, ferme-la et marche et va travailler», et vraiment c'était ça, et tout le temps: «Tais-toi, te plains pas, il y a pire», et en fait non, en fait, ça m'a conduit clairement à un crash du système nerveux, et la résilience, ça n'est pas ça. Et je vais vous expliquer en quoi, cette vision, que j'ai, en quoi j'ai opté pour cette vision, que ce n'est pas, marche ou crève, c'est pas ça la résilience, pas du tout. En tout cas de mon avis, de mon expérience. Cette résistance-là, cette forme de résilience que, beaucoup peuvent dire: «Écoute, lève-toi et marche, fais un pas devant l'autre», moi elle ne m'a pas absolument pas aidée. Elle m'a conduit vraiment au crash, et quand je dis crash de mon système nerveux, ça a été, vraiment, ça a été, à ne plus pouvoir me lever le matin et à me mettre en arrêt pendant des années, non pas des années, pardon, et à me mettre, en arrêt pendant des, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, le choc, le traumatisme peut conduire à des addictions, parce qu'en fait, on est tellement perdu, on est tellement sous l'eau qu'on se raccroche à n'importe quoi. Quand on est dévasté comme ça, on se raccroche à n'importe quoi, et c'est pour ça que parfois les addictions arrivent. Alors comment j'ai appris moi, à vivre avec ça? Alors tout simplement, après le déni, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a plus de déni possible, en fait, et la première chose, ça a été, voilà, ça vient juste après le déni. La première chose, c'est reconnaître. Alors, on voit souvent en fait dans les livres de développement personnel, des choses comme ça, où on parle de résilience, où la résilience est très, très souvent évoquée, justement en termes de dev perso. On dit souvent, très souvent, que la première chose à faire, c'est d'accepter la situation. Alors non, non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On va accepter quoi, en fait? Accepter que, son enfant sera jamais autonome, accepter que, son enfant, peut-être ne se mariera jamais, accepter qu'il n'aura pas de vie de famille, accepter qu'il n'aura pas un travail comme les autres, faire le deuil sur l'enfant idéal, parce qu'on a tous, en tant que maman, papa, une vision idéalisée de notre enfant, et c'est tout à fait normal et humain. C'est que mon enfant fera des grandes études, se mariera et aura des enfants et des petits-enfants.
Voilà, donc c'est le deuil de tout ça, déjà, dans un premier temps, en tout cas pour moi. Et en tout cas, à quel moment on peut accepter ça? C'est inacceptable. Je veux dire, personne ne peut accepter une telle chose. Personne ne peut accepter que sa femme, son mari, souffre d'un cancer. Personne ne peut accepter que son parent a Alzheimer et qu'ils sont en plein process de deuil blanc parce que son parent ne reconnaît plus son enfant. À quel moment on peut accepter ça? On ne peut pas l'accepter. Donc du coup, moi, je parlerais vraiment dans un premier temps de reconnaître, c'est-à-dire de prendre conscience de la chose. Comme si en fait, c'est de regarder, d'observer une réalité. Voilà, de prendre une distance et d'observer une réalité. C'est-à-dire, c'est comme en fait, si vous voulez, j'ai comme une feuille froissée, dans les mains, en fait et une feuille froissée et en fait, je la tiens un peu du bout des doigts, vous savez, du bout des doigts et je regarde les contours, je regarde les bosses, je regarde ce qui est froissé, ce qui est lisse. J'observe, je regarde, en fait. En fait, je regarde ce qui se passe, je regarde le fracas. Je le regarde, je l'observe. OK, donc du coup, je prends conscience, je reconnais que quelque chose est là et quelque chose existe. Il y a une réalité qui est là. Donc maintenant, on ne peut plus, on ne peut plus la semer, cette réalité. Elle est là, on la reconnaît et on prend conscience. En fait, cette phase-là, vraiment vient juste après le déni. Et c'est vraiment la phase où tout devient clair et là, on observe. Voilà, et c'est vraiment ça, j'ai vraiment cette image-là de tenir cette feuille du bout des doigts, pas franchement, hein, vraiment du bout des doigts. Et c'est comme si on était un peu, voilà, dégoûté par le truc, mais on observe vraiment, on observe ce qui se passe. Et c'est ça en fait qui s'est passé, c'est que moi j'ai observé, j'ai pris conscience de la chose, j'ai pris conscience qu'il y avait un problème et qu'il fallait avancer maintenant pas à pas, petit pas par petit pas. Mais en aucun cas, je ne peux dire à quelqu'un, je ne pourrais dire à quelqu'un: «Accepte la réalité». Non, il y a des choses qui ne s'acceptent pas. En revanche, en tout cas, je n'ai pas cette sagesse-là encore. Peut-être que je l'aurai, un jour et je pense que oui, je l'aurai cette sagesse d'accepter. Voilà, après c'est tout un côté spirituel. On m'a mis, on m'a mis ma fille dans ma vie pour que sans doute une mission de vie, quelque chose, mais en tout cas aujourd'hui, voilà, si on est rationnel et cartésien, je peux pas accepter ça, pour l'instant, en tout cas. Mais je je l'observe et voilà, je la touche, je regarde et je touche et je replie et je déplie. Voilà, ça, c'est la première phase. La deuxième, alors, elle est longue, hein, quand même cette phase-là, elle m'a duré énormément de temps, mais voilà, c'est la première et elle est obligatoire, d'accord? La deuxième, c'est donner du sens. Alors, ça fait partie, de la résilience, vraiment, c'est donner du sens à ce qui se passe. C'est à un moment donné de se dire, voilà, à un moment donné, je suis sortie du statut de victime, du statut de «la vie est dégueulasse», du statut de «j'en ai marre», «de toute façon tout est contre nous». Enfin voilà, je suis sortie un petit peu de en fait, alors, je pense de toute façon dans la société dans laquelle on vit et surtout en France, qu'on est très, très mal accompagné, quand on est parent, d'enfants porteurs de handicap. Donc on est obligé de se plaindre, quelque part. On est obligé de râler, de se plaindre et donc du coup, heu, là où j'ai, si vous voulez, arrêté, de pas de me plaindre parce que je râle tout le temps, parce que on est obligé de se plaindre, on est obligé, tellement mal accompagné que, voilà, moi j'ai décidé d'y donner du sens. Qu'est-ce que je fais de tout ça? C'est-à-dire que je suis sortie du cadre. Je suis sortie du cadre problème, je suis sortie du cadre victime, de subir et j'ai fait un pas de côté, comme je vous l'ai dit, j'ai observé, voilà et j'ai commencé à penser à moi. J'ai commencé à entamer de nouveaux projets. J'ai donné du sens, en fait. J'ai donné du sens à tout ça. Je me suis dit: «Voilà, ce que je vais faire, c'est que au début, je voulais retrouver un emploi». Enfin bref, j'ai quitté la société dans laquelle j'étais. Je voulais retrouver un emploi, voilà, qui me permettait, en fait, de gérer aussi un peu mieux, justement, bah, l'emploi du temps de ma fille et le mien et donc du coup, j'ai décidé un jour de donner du sens à tout ça. J'ai décidé de me lancer, donc dans la formation, dans l'accompagnement au changement et dans la sensibilisation au handicap et des personnes aidantes. Donc ma mission, c'est de sensibiliser et de former, toutes les parties prenantes, tout l'environnement sur le handicap et sur l'autisme. Donc c'est passé par là. En fait, se donner du sens, c'est se rappeler, ce qu'on est, nos valeurs, d'accord? Nos valeurs, voilà, donc je me suis posée, j'ai fait énormément d'introspection sur moi, ça a duré des années, je pourrais vous en parler aussi. Donc du coup, je me suis énormément, voilà, j'ai beaucoup introspecté sur moi, j'ai fait connaissance avec moi-même parce que je me connaissais pas du tout même et donc du coup, j'ai pris conscience, du coup, en donnant du sens à tout ça, qu'il fallait que je me connaisse parce que je me suis tellement oubliée,
pendant des années, des années, des années, des années, pendant 10 ans, plus de 10 ans, je dirais même, ouais, 11-12 ans par rapport à ce qui se passait avec ma fille, que du coup, au moment où je suis sortie de ce statut de victime, et ben, je me suis dit: «Je vais prendre du temps pour moi. Maintenant, c'est fini, je veux penser à moi, à ma vie, parce que Clarisse ne sera pas heureuse si elle a pas une maman, épanouie, en fait». Et donc du coup, j'ai appris à me connaître, voilà, j'ai regardé mes valeurs, mes besoins. Je me suis surtout penchée sur mes valeurs. J'ai vu que j'étais très attachée à la liberté. J'ai vu que j'étais très, très attachée à l'empathie, à l'aide des personnes. Et donc du coup, tout ce cheminement-là m'a permis, d'accéder, de venir en fait exercer le métier que je fais, que je fais aujourd'hui. Donc vraiment donner du sens à cette épreuve-là. Est-ce que, déjà, quelles sont vos valeurs? Et toutes les actions que vous menez justement toutes les actions que vous menez dans votre rôle d'aidant, est-ce qu'elles sont alignées à vos valeurs? Est-ce que vous avez les valeurs d'amour? Est-ce que vous avez des valeurs de dignité? Est-ce que vous avez des valeurs de justice? Est-ce que vous avez des valeurs de liberté? Parce que aussi, pareil, si par exemple votre valeur numéro 1 est la liberté, il y a un moment donné, il va falloir être cohérent sur le fait qu'à un moment donné, il va falloir se donner du temps pour vous. C'est obligé. Pour vos projets, pour vous, en fait. Sinon, vous allez vous cracher aussi. Donc, il y a plein de choses, en fait, à voir. Voilà, introspecter sur soi, savoir qui l'on est vraiment. Donc, c'est ce que j'ai fait, moi. Et donc, du coup, la suite, elle est là. Voilà, ça fait aujourd'hui 5 ans que j'accompagne au changement et que je forme dans les entreprises et que j'ai créé ce podcast pour aider les aidants. La troisième chose, c'est vraiment de reprendre confiance en soi parce que moi, j'ai été dévastée, en fait. Donc du coup, étant donné qu'en tant que maman, on prend confiance quand, visiblement, on a confiance quand on a un enfant, en fait, quand on conçoit un enfant, quand on met au monde un enfant, toutes les mamans vous diront: «Oh là là, mon Dieu, j'ai ressenti une telle confiance, on avait dit que j'avais fait ça toute ma vie, c'est mon bébé» et beaucoup de mamans, énormément de mamans naissent et renaissent au travers de leur enfant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas connu, en fait. Au contraire, ça a été l'inverse. J'ai complètement perdu confiance en moi parce que je ne connaissais pas cet enfant. Je connaissais pas cet enfant qui me regardait pas dans les yeux. Je connaissais pas cet enfant qui n'interagissait pas avec moi. Donc, hem, donc du coup, quelque part pour moi, c'était de ma faute. Donc, toute ma confiance, toute ma confiance a été éradiquée, clairement. Et donc du coup, pendant des années, j'ai énormément perdu confiance en moi. Qui dit manque de confiance en soi, dit, pas d'affirmation avec mon environnement. Au travail, j'avais aucune confiance, donc du coup, on faisait ce qu'on voulait de moi. Et il suffit, pour un peu, que vous tombez dans un environnement toxique professionnel, c'est terminé. Je veux dire, c'est le pilier pro et le pilier estime de vous, il est anéanti. C'est très important. Donc du coup, il faut reprendre confiance en soi et c'est là où j'ai repris confiance en moi. C'est justement, ça fait partie, de mon cheminement de résilience. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, ça fait partie aussi du travail sur moi. J'ai posé un peu, tous les projets, tout ce que je voulais faire et tout ce que j'aurais rêvé faire pendant toute cette période où j'étais complètement éteinte. Et donc du coup, voilà, j'ai fait plein de choses. J'ai passé un diplôme, j'ai passé une licence, je me suis formée énormément. Ensuite, je me suis certifiée en bilan de compétences, je me suis fait coacher. J'ai fait énormément de formations, sur les développements personnels, la psychologie, qui me permettent en fait justement, d'accompagner aujourd'hui. Et je me suis dirigée en fait, petit à petit vers un rêve en fait, que je pensais pas, pouvoir atteindre un jour. Mais moi, ça a toujours été en fait, je voulais être psychologue moi. Mais, je me suis dit: «Bah, en fait, on est tellement nuls», on se dit: «Bah, non», enfin, je me suis dit que c'était pas possible et donc du coup, j'accompagne d'une autre manière. Je me suis formée d'une autre manière parce que psychologue, du coup, je me suis dit avec l'expérience et l'âge, ouais, non, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, j'accompagne, au changement. Voilà, j'accompagne au changement et en fait, mon rêve est réalisé et il est encore même mieux que si j'étais psychologue. Voilà, donc c'est ça, en fait et donc aujourd'hui, dans mon cheminement de résilience, je suis épanouie professionnellement. Pour rien au monde, je retournerai dans le salariat ou alors dans les ressources humaines. Ou alors ou alors, je serais intransigeante et ça, si on me l'avait dit il y a 10 ans, j'aurais dit: «Ouais, c'est ça, bien sûr», j'aurais jamais parlé comme ça, mais je serais demain, je retourne sur le marché du travail. Je n'accepterai aucun emploi si la personne en face de moi, l'entreprise en face de moi n'a pas de réelle valeur. Jamais, c'est terminé, c'est fini. Donc du coup, voilà. Donc ça aussi, ça m'a permis aussi aujourd'hui je m'affirme, c'est terminé, c'est voilà, je veux dire c'est avant je subissais les questions en entretien d'embauche, maintenant je ne les subirai plus. C'est moi qui poserai les questions en fait et ça sera un échange vraiment mutuel, constructif.
pour vous dire vraiment à quel point je ne m'affirmais pas du tout. Voilà. Donc, voilà, je suis vraiment complètement sortie du cadre, de la victimisation, bien que, j'y vais parfois, hein, dans le stade de la victimisation, hein. Je fais la belle là, mais, je vous assure que parfois, je me victimise, hein, je me victimise, j'en ai marre, machin et trucs, enfin voilà, donc, c'est tout à fait normal aussi. La 4e chose, vraiment, ça a été alors ça a été un très, très gros travail, ça a été d'accueillir ses émotions. Eh beh, oui, évidemment, alors ça, vous pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est-à-dire que vos émotions, sont quelque chose de naturel et d'humain, d'accord? C'est une réaction, biologique qui est tout à fait normale, de votre corps et vous ne pouvez pas les refouler. Enfin si, vous pouvez parce qu'on est champion dessus, mais à un moment donné, elles vont refaire surface. Elles vont se cristalliser dans le corps, si elles sortent pas par le haut, elles vont sortir par le bas en gros. Donc c'est ça en fait, c'est que vous êtes obligé à un moment donné, sinon ça va être direct encore le crash du système nerveux. Vous pouvez pas, accumuler des émotions comme ça, c'est pas possible. Le corps n'est pas fait pour ça, l'être humain n'est pas fait pour ça. L'émotion est faite pour être extériorisée. Il n'est pas en fait, l'émotion est faite pour être vécue, 1 à 2 minutes et ensuite être extériorisée. L'être humain n'est pas fait pour garder, des émotions, enfouies comme ça. Il n'est pas fait pour ça. Donc vous allez vous cracher. Donc voilà, ça va être l'accueil des émotions et ça a été la partie la plus difficile. J'ai l'impression enfin pas la plus difficile, non, la plus longue. La plus longue. Donc d'accueillir ces émotions, de les nommer, de les exprimer, voilà. Et ce qui m'a énormément aidée, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est que j'écrivais en fait tous les matins, j'écrivais. En fait, le matin, j'écrivais, voilà, ce qui me préoccupait. J'écrivais, mon ressenti, comment je me sens aujourd'hui, voilà et je nommais un peu, je nommais, les émotions. C'est du travail, hein, c'est du travail, j'ai dû être accompagnée. Nommer ses émotions, les exprimer, c'est beaucoup de travail, mais ça m'a sauvé la vie. Clairement, ça m'a sauvé la vie. Et vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas, faire preuve de résilience si, vous ne si vous n'êtes pas en lien étroit, avec vos émotions. Et en fait, ces émotions-là, la gestion des émotions et du stress par ailleurs font partie de vos ressources internes. C'est-à-dire que ce qui est très important aussi, mais je vais pas trop, m'éterniser dessus, c'est que la résilience aussi, moi ce qui m'a aidée, c'est de gérer mes ressources internes, c'est-à-dire la gestion des émotions, du stress, le sommeil, une alimentation équilibrée. Alors je sais, hein, ça fait vraiment cliché, mais c'est ce qui m'a sauvée. Le sport, la méditation, ça fait partie de mes ressources internes, d'accord? Et en fait, ça fait partie des ressources internes et il y a aussi les ressources externes. Attention à ce qui vous draine de l'énergie. Qu'est-ce qui vous draine de l'énergie? Eh ben, je vais vous laisser réfléchir, mais ce qui vous draine de l'énergie, ça va être un travail, qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaît plus, une ambiance toxique, des collègues toxiques. Ça va être aussi, des amis, hélas, on en croise souvent, hein, des amis, en fait, qui vous écoutent pas trop, en fait, qui aiment bien parler d'eux, mais qui ne vous écoutent pas trop. Et ça, du coup, pareil, c'est dans ces ressources externes-là, donc le travail, les amis, les collègues, c'est de vraiment identifier ce qui vous draine de l'énergie, ce qui vous en draine, parce en tant qu'aidant, on a très peu d'énergie. Et, enfin, on a de l'énergie comme tout le monde, mais on la puise beaucoup plus. Et donc, du coup, on la récupère beaucoup moins. Parce que c'est du 24/24, en fait, c'est du 7 jours sur 7. Et donc, du coup, on n'a pas l'opportunité, en fait, de se régénérer et de se reposer le week-end ou autre, justement pour régénérer cette énergie-là. Donc, du coup, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre soin de votre énergie intérieure et aussi de voir vraiment, d'identifier ce qui vous draine de l'énergie à l'extérieur, vraiment. Et aussi dans vos ressources internes, si je peux me permettre ce terme-là, moi je suis quelqu'un qui a besoin d'être seule en fait, beaucoup. J'ai besoin de voir du monde, mais tout le temps que je vois du monde, j'aurais besoin du même temps pour être seule en fait. Et, et donc du coup, c'est pas, alors faut faire attention à l'isolement et besoin de solitude. Moi, je sais que j'ai énormément besoin de solitude. Voilà, c'est comme ça que je me régénère aussi beaucoup. Mais voilà, j'avais besoin de solitude et voilà, j'ai besoin d'être seule pour, voilà, seule avec mes pensées, seule, voilà, pour introspecter ou quoi. Mais c'est la solitude, c'est de la solitude réparatrice, régénérative. Donc vraiment, j'avais ce besoin-là et surtout,
ne vous sentez pas aussi mal d'être seul. C'est comme ça qu'on récupère aussi beaucoup. Mais attention que ça ne vire pas en fait à l'isolement, à être isolé, isolé socialement. Parce que ça, du coup, pareil, l'être humain, c'est pareil, il n'est pas fait pour ça. Pas du tout. Hem Et la cinquième étape de la résilience, alors clairement, après c'est pas je l'ai toujours eu cette étape-là, mais enfin ce soutien-là, c'est que vous ne pouvez pas tout, gérer seul. En fait, j'ai demandé de l'aide enfin j'ai été accompagnée, vraiment sur énormément de choses parce que seul, on peut pas en fait, c'est pas possible. Seul, c'est alors moi j'ai été, donc je suis accompagnée par un psy depuis des années. J'ai vu des hypnoses, des sophros, j'ai vu plein de personnes, j'ai vu plein de thérapeutes et en fait, vraiment, le fait d'être moi, c'est ça qui m'a aidée. Vraiment, c'est le corps médical, thérapeutique, la médecine douce, alternative. Moi, c'est tout ça qui m'a aidée énormément et donc du coup, d'être accompagnée par un professionnel et c'est ça qui m'a énormément aidée et c'est vrai que, par contre, là où, alors je sais pas si c'est bien, mal, j'en sais rien, si mais en tout cas, j'ai toujours refusé, vraiment. Alors c'est peut-être partie du déni aussi, mais j'ai toujours, décliné, les invitations en fait de café aidant, vous savez que la ville propose, non pas enfin que à l'époque les centres où était ma fille proposaient en fait. Je voulais pas en fait être, dedans, je voulais pas. Alors alors ils font du mieux qu'ils peuvent, hein. Voilà, ils essaient de créer des rencontres, mais voilà, une fois par mois, c'est tellement peu et puis j'avais fait une fois, je crois, j'avais fait une rencontre une fois et j'ai fui en courant. C'était des personnes qui pleuraient beaucoup. Alors, encore une fois, hein, à cette époque-là, j'étais pas prête à ça et je vous dis ça alors que j'anime des cercles d'aidants, d'accord? J'anime des cercles où les aidants parlent. Mais moi, à ce moment-là, c'était trop, je pouvais pas, en fait. Je ne pouvais pas voir des personnes pleurer, en fait. C'était trop pour moi, je pouvais pas et je pense que c'était encore du déni. En revanche, j'avais vraiment besoin de sortir de ce cadre-là, en fait. D'en parler à mon psy, vraiment mon psy, c'est quelqu'un de neutre, d'objectif et qui me connaît depuis des années, mais je lui en parlais à lui. Il m'a jamais jugée, mais vraiment, si je peux vous mais allez voir un psy, vraiment, vraiment, vraiment. Il m'a sauvée, clairement il m'a sauvée. Mais vraiment, comment dirais-je? Les cercles d'aidants, tout ça, je n'en voulais pas. Je n'en voulais pas parce que je voulais justement sortir de ce cadre-là. Sortir de ce cadre, de ce marasme. Voilà, je voulais en parler, mais en sortant du contexte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et donc du coup, je m'occupais de moi, je sortais justement de ce cadre et par contre, j'allais dégueuler, pardonnez-moi ce terme-là, j'allais dégueuler, hem, à mes thérapeutes, à mes psys, à mes thérapeutes, à mes médecins. Mes thérapeutes, quand je dis thérapeute, c'est sophro, j'en ai plein, hypnose, je les ai pas tous en tête, mais j'en ai fait tellement. Voilà, moi, c'était ça. Ça a été l'externe, moi, qui m'a vraiment, il fallait que je sorte du cadre. Voilà, il fallait que je sorte du cadre pour parler de tout ça et ça m'a énormément, énormément aidée et bien sûr, je continue à être accompagnée par divers thérapeutes, bien sûr pour mon bien-être, pour tout. Voilà, écoutez, j'arrive à la fin de cet épisode. J'ai évoqué avec vous les 5 étapes de la résilience, en tout cas qui m'ont, beaucoup apporté à moi, qui m'ont beaucoup aidée. Si je peux vraiment conclure par rapport à ça, pitié, si je pourrais sortir une phrase, c'est: «La résilience, ce n'est pas accepter l'inacceptable, en tout cas pas pour moi. Non, jamais». C'est, première chose, voilà, de regarder la réalité en face, de l'observer sur toutes ses coutures, sur tous ses angles, l'observer et voilà, de faire connaissance avec cette réalité-là. C'est d'observer, d'accueillir, de donner du sens, de retrouver confiance parce qu'on perd confiance et surtout, hem, d'entamer vraiment ce cheminement-là pour retrouver un équilibre. Un équilibre qui de toute façon, je pense, en tout cas pour ma part, sera fragile, hein, toujours, toujours parce que, hem, en fait, je ne saurais toujours pas ce que sera fait l'année prochaine. C'est encore très précaire. On a une vision très, très court-termiste, avec mon mari. C'est-à-dire que même l'IME, on ne sait pas si elle y sera dans 2 ans.
On a des visions vraiment court-termistes par rapport à Clarisse et son avenir. Donc du coup, l'équilibre est encore fragile. Mais en tout cas, cette résilience-là passe aussi justement, tellement en fait, elle a très peu d'apprentissage, de progrès que quand elle en fait, parfois elle dépasse des paliers. Je sais, parfois elle me fait des phrases, des choses, enfin, elle m'épate, elle m'épate. Il y a des enfin, parfois elle m'épate. Déjà, elle sait encore plus se servir d'un téléphone que moi. Elle m'épate. Et d'ailleurs, elle s'est servie d'un téléphone plus que moi, mieux que moi. Je crois qu'elle avait 5 6 ans. Donc comme quoi, hem, elle m'épate. Voilà, donc je me raccroche à ses progrès et voilà, ce qui m'aide à naviguer dans ces torrents et que comprendre que même si la cicatrice, elle reste, eh ben, on peut vivre avec. Voilà, et c'est surtout pas y résister. Je vous remercie infiniment, si vous m'avez écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.